La communication suivante sera présentée par Antoine Vaucher, qui est directeur de recherche au CNRS en sciences politiques et également à l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, et qui va nous parler de l'Europe des biens publics. Merci, Monsieur le Président. Merci aux organisateurs et de m'avoir convié, d'avoir fait l'honneur de participer à ce magnifique colloque. Si j'ai choisi de discuter aujourd'hui de cette question de l'Europe des biens publics, c'est qu'il m'a semblé que les mots du public faisaient depuis quelque temps un retour dans la politique européenne. On l'avait déjà un petit peu senti au moment, dès avant, je dirais, la pandémie elle-même, puisque on avait vu la manière dont la Commission européenne s'était en quelque sorte présentée comme l'institution qui allait porter à travers le Green New Deal, ce New Deal écologique allait justement porter la transition écologique de l'Union européenne. Et puis, on l'a vu de manière un peu plus nette encore, pendant la crise pandémique elle-même, puisque justement l'Europe, je veux dire, quand je dis l'Europe, je pense aux institutions de l'Union européenne, s'est distinguée cette fois justement à l'inverse de ce qui avait été la crise de la zone euro des années 2008, qui avait été marquée par des politiques, on s'en souvient, d'austérité budgétaire. Et bien à l'inverse, face à la crise pandémique, finalement, ce qui a émergé, c'est une Europe qui a mis en avant les investissements publics, mais pas seulement les investissements publics, aussi l'idée d'un endettement commun des Européens pour financer ces investissements publics. Et puis, on en parle aujourd'hui, l'idée d'impôt possible qui viendrait, d'un impôt donc européen, qui viendrait donc rembourser cet emprunt que nous faisons actuellement pour faire face à la pandémie. Et donc, voilà les mots qui sont là, les gros mots, je dirais, de l'État qui commencent à tourner autour de la politique européenne: budget, investissement public, dette publique, impôt commun. Et finalement, ce qu'on voit, c'est que c'est bien plus que simplement des leviers économiques dont il est question ici, mais conjoncturels pour sortir de la crise, etc. Mais on voit bien que ça touche quelque chose de la définition d'une communauté politique, une communauté de destin commun. Dans cet ensemble que je décris à grands traits, eh bien, il y a une notion qui est particulièrement clé, instrumentale, on dirait en anglais, c'est la notion de bien public européen, car c'est précisément en leur nom qu'on investit dans le plan de relance européen tel qu'il est actuellement présenté, pour construire des infrastructures de santé, c'est le plan Health for EU, pour assurer un financement durable de l'assurance chômage, c'est le plan SURE, et puis pour, encore une fois, favoriser la transition écologique et digitale de l'Union européenne, c'est ce qu'on appelle la facilité européenne, tout ça sous le couvert le grand chapeau, je dirais, du plan de relance dont on entend souvent parler. Donc on voit bien ici que les biens publics européens, tels qu'ils apparaissent, jouent un rôle important, et du coup, et bien sûr, à l'occasion de la définition de ces plans de relance, à la fois au niveau national et au niveau européen, eh bien, toutes sortes de débats ont émergé. Comment identifier ces biens publics ? Comment en définir, comment en faire collectivement la liste? Est-ce que la stabilité financière est un bien public? Est-ce que l'euro est un bien public? Est-ce que la cohésion sociale est un bien public? Est-ce que l'accueil des réfugiés est un bien public? Est-ce que l'état de droit et sa défense est un bien public? Etc. Comment, en somme, les hiérarchiser? Et comment aussi, question redoutable également, distinguer des biens publics européens, on pourrait dire des biens publics d'échelle européenne, et des biens publics nationaux et des biens publics globaux. Donc on voit bien un ensemble de questions difficiles, et je dirais que face à cette multiplication en quelque sorte des biens publics et de la discussion sur ce thème, je crois que finalement le monde européen, pour dire large, finalement se trouve relativement mal équipé. Il me semble que dans le débat qui émerge depuis quelques années, on balance finalement entre une acception des biens publics qui serait une acception essentiellement métaphorique, c'est-à-dire finalement l'ensemble des problèmes collectif, finalement le politique d'une certaine manière, que l'on souhaite prendre en charge, et puis à l'extrême opposé, je dirais,
une acception qui serait étroitement économique, c'est-à-dire définir les biens publics essentiellement par ce que le marché ne peut pas prendre en charge, ce qui est la définition économique pour aller vite des biens publics, ou les biens publics européens comme étant ces biens publics qui vont assurer des externalités positives, des économies d'échelle, un gain net par rapport au fait à la situation où ce serait simplement le national qui prendrait en charge ces biens publics. Bref, le niveau européen comme optimum économique. Donc il me semble qu'on évoquait à l'instant la question du langage commun, la question des concepts avec lesquels on réussit à penser en Europe. Eh bien, il me semble que cette question des biens publics, justement, nous trouve un petit peu dépourvus aujourd'hui, comme si l'Europe ne disposait pas de cette langue politique commune, soit qu'elle reste trop, encore une fois, métaphorique, soit qu'elle soit un peu piégée, je dirais, par la pensée économique, ou essentiellement par la pensée économique. Il me semble donc que on a une certaine difficulté à penser les cadres de ce nouvel interventionnisme public qu'on voit émerger depuis une dizaine d'années en France et au niveau de l'Union européenne. Et c'est pour ça que j'ai souhaité aborder ce thème-là et en essayant de contourner la difficulté en faisant une sorte d'histoire, de genèse de cette catégorie du public dans la construction européenne, c'est-à-dire la manière dont, finalement, cette catégorie clé du politique, cette bipartition du public et du privé, eh bien, avait une certaine difficulté à exister au niveau européen. Comment on était finalement, pas dépourvu, mais finalement assez mal équipé pour avoir une catégorie européenne du public. Et d'une certaine manière, on l'est d'autant plus, il me semble, que l'Union européenne, telle qu'elle s'est définie autour du projet d'intégration économique notamment, eh bien, s'est définie comme une institution ou un projet qui allait dépasser précisément cette opposition du public et du privé et de ce fait nous laisse un petit peu encore en situation d'être un petit peu dépourvu. Alors, comme mon collègue qui m'a précédé, je suis politiste, alors moi aussi j'ai mon triptyque pour réfléchir à ces questions, ce n'est pas les 3 I, mais ce sera un petit voyage bien sûr par Luxembourg, par Bruxelles, par Francfort, mais autour, je dirais, des politiques qui se font au nom de projets européens, des savoirs qui sont construits autour du projet européen et des institutions. Et autour de ces trois volets, en quelque sorte, je vais voir un peu cette histoire des biens publics ou cette histoire plus largement de la catégorie du public. Alors, je vais commencer par cette histoire par un échec, par l'échec qui est celui initial, je dirais, des années 50, c'est-à-dire un projet européen qui se pense dans l'immédiate après-guerre, dans une effervescence dont on a pan-européenne, qu'on a du mal à comprendre aujourd'hui, elle était effectivement importante, et une Europe donc depuis le congrès de La Haye qui réunit l'ensemble des fédéralistes en 1948 jusqu'au traité de Rome, disons, en 1957, eh bien une Europe où se multiplient les projets d'intégration sectorielle, c'est-à-dire un ensemble de projets de coopération, de mise en commun, de gestion commune de secteurs d'activité européens. Je ne sais pas si ce sont des biens publics, le terme n'existe pas à l'époque, ce serait un anachronisme que de lui appliquer, mais on voit bien qu'il y a là l'idée de secteurs stratégiques autour desquels on va construire l'Europe. Alors ce n'est pas forcément l'Europe des communautés européennes, à l'époque il y a évidemment l'Europe du charbon et de l'acier, ça peut être autour du Conseil de l'Europe, ça peut être autour de l'OCDE, etc. Mais ces projets, on les a souvent oubliés. Il y a l'Europe du charbon et de l'acier, le premier pas de la construction des communautés européennes en 1951, mais il y a eu aussi la mise en commun, ou la volonté de mettre en commun l'agriculture avant même la PAC, dès les années 50, c'est ce qu'on a appelé le pool vert. Juste pool, c'était le mot pour dire justement cette mise en commun, ce commun européen, on pourrait dire de manière là aussi un peu anachronique.
qui était pensée comme justement une intégration des agricultures européennes autour du Conseil de l'Europe, en l'occurrence. Il y a eu aussi, et l'histoire nous l'a rappelé, présente nous y a ramené en réalité, des projets de pôles blancs, c'est-à-dire de pôles de santé, de mise en commun de la santé autour d'une communauté européenne de la santé en 1952, qui a été récemment étudiée par Alban Daven et Sébastien Guigné, et cette fois-ci autour de l'OCDE. Et puis des projets de mise en commun des transports, des projets aussi, et c'est là qu'arrive l'échec, de communauté européenne de défense, dont on sait qu'elle sera en quelque sorte enterrée par le vote négatif du Parlement français. Chaque fois, il s'agit de gestion commune, de mise en commun de biens publics, on pourrait dire, ou en tout cas de secteurs stratégiques dont on attend des effets d'entraînement, des effets d'intégration, et dont on entend finalement, au final, eh bien, on a évoqué hier, des solidarités de fait et au-delà des effets en termes de prospérité, mais aussi de paix. Voilà. Et ce premier échec, qui est lié donc à l'abandon de la CED, eh bien, il n'empêchera pas la PAC d'émerger, il n'empêchera pas aussi une politique des transports de se développer, mais finalement, c'est autre chose qui va émerger avec le traité de Rome. Le centre de gravité de l'Union européenne va progressivement se déplacer, puisque c'est un autre projet qui émerge d'une certaine manière autour du traité de Rome, le projet d'un marché commun. Le projet du marché commun, qui est finalement quand même la grande affaire européenne, projet d'un marché commun industriel, projet d'un marché commun aussi financier et aujourd'hui monétaire, à travers l'euro, bien sûr, eh bien, c'est finalement le grand projet européen. Il s'agit d'édifier, de faire tomber les frontières et de construire et de réguler un grand marché ouvert et concurrentiel à travers toute l'Europe. Alors, le premier paradoxe de cette nouvelle Europe qui émerge autour de Bruxelles et du traité de Rome, c'est finalement que cette politique publique, qui est finalement la première politique publique européenne, eh bien, elle se construit autour d'un bien privé, on pourrait dire. Le bien privé qui est un marché concurrentiel et ouvert que, justement, le gouvernement européen doit assurer le bon fonctionnement. Et puis, il y a un deuxième paradoxe. Le deuxième paradoxe que l'on voit très vite se déployer, c'est que finalement, ce gouvernement du marché, eh bien, c'est un gouvernement qui s'affirme autour de la politique de la concurrence, notamment, qui est une des grandes politiques supranationales européennes, assurer un marché de libre concurrence à travers toute l'Union. Eh bien, ce projet de la concurrence, il est finalement indifférent à la nature publique ou privée des entreprises. Finalement, c'est évidemment vu depuis la France du Conseil d'État, du droit administratif et des entreprises publiques, c'est quelque chose qui frappe et a frappé, qui est que finalement se déploie autour de la politique de la concurrence l'idée d'une égale soumission de l'ensemble des acteurs économiques, qu'ils soient ceux de l'économie publique, de l'économie mixte, comme on disait à l'époque, et de l'économie des entreprises privées. C'est intéressant parce que voilà, c'est autour de la Direction générale de la concurrence, qui est une des grandes directions générales de la Commission européenne, que va justement émerger cette idée qu'il faut, notamment autour de courants ordolibéraux allemands, mais pas seulement d'ailleurs, aussi néerlandais par exemple, eh bien qu'il faut prendre garde au dirigisme français. Il y a cette idée récemment dans une thèse qui vient d'être publiée chez Dalloz, qui s'appelle « La mise en problème européen de l'économie publique », de Mélanie Vey, eh bien, une histoire de la manière dont, justement, à l'échelon européen, on construit justement une politique de la concurrence qui est censée mettre tous les acteurs à égalité, mais évidemment, du coup, soumettre l'économie publique aux mêmes règles et à la même concurrence que l'économie privée. Alors, je poursuis dans cette histoire, mais ce qui est frappant, c'est que du coup,
cette première langue de l'interventionnisme public européen, si je puis dire, de cette politique de la concurrence, de cette politique autour du marché, c'est une langue, pour beaucoup, du privé, je pourrais dire. C'est une langue qui se construit en tout cas autour de l'idée de concurrence. Quand il s'agit par exemple d'évaluer le bien fondé d'une aide d'État, c'est-à-dire de la politique industrielle d'un État, eh bien on va s'interroger avec la Cour de justice pour savoir si l'État agit bien en investisseur à visée de marché. Telle est la catégorie. Quand, par exemple, aujourd'hui, à la Direction générale de la concurrence, on essaye de mieux contrôler les GAFA, les multinationales du numérique, on va le faire en disant que non pas elles affectent des biens publics comme le pluralisme, par exemple, de l'information, pour ne donner qu'un exemple, mais que ces entreprises ne respectent pas ou abusent de leur position dominante, c'est-à-dire abusent finalement, ne sont pas des acteurs privés qui agissent de la manière dont un acteur privé devrait justement agir. Voilà, donc tout ça pour dire qu'autour des politiques, c'était mon premier pôle, on voit émerger effectivement une politique publique, bien sûr, c'est important, une force, une capacité politique européenne, supranationale, autour du marché, qui se construit justement sur l'idée d'un dépassement des différences du public et du privé. Alors, j'avais dit, le deuxième pôle, ce serait peut-être celui des savoirs, c'est-à-dire la manière dont, autour des institutions européennes, à Bruxelles, à Luxembourg, mais aussi dans les capitales européennes, va émerger toute une communauté de savants, de juristes, de politistes, d'économistes, qui vont commencer à penser justement quelle est la logique de fonctionnement de ces institutions européennes, quel est finalement le modèle qu'elles suivent. Et ce qui est frappant, c'est que là aussi, dans ces savoirs tels qu'ils vont émerger en droit, en économie, en sciences politiques, eh bien, ces disciplines qui existent aujourd'hui sous le terme un peu générique de études européennes, eh bien, là aussi, contribuent à ce dépassement de la catégorisation, de la bicatégorisation du public et du privé. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de construire, à la proximité des institutions européennes, un droit, une science politique et une économie qui participent au processus d'intégration, qui aident en quelque sorte ou accompagnent les institutions européennes dans ce projet d'intégration. Alors, c'est frappant sur le droit. Je fais référence, par exemple, à un article d'une de mes collègues de l'Université de Paris 1, Ségolène Barbou-Desplaces, qui montre bien comment le droit communautaire, c'est-à-dire le droit qui émerge autour de l'Union européenne, eh bien, c'est un droit ni public ni privé, ou mi-public, mi-privé, si on veut. C'est un droit de l'intégration, d'abord. C'est un droit qui doit avant tout se penser par rapport à l'objectif d'une union sans cesse plus étroite. Et finalement, quand il commence à y avoir des enseignements à l'université en droit de l'Union européenne, la bipartition, elle ne se fait pas entre le droit public de l'Union européenne et le droit privé de l'Union européenne, mais la bipartition, elle va se faire entre le droit des institutions et ce que les juristes appellent le droit matériel, c'est-à-dire le droit des différentes, disons, politiques ou des domaines d'action de l'Union européenne. Donc, on a là, finalement, quelque chose d'intéressant, puisque on est dans des savoirs qui émergent, finalement, sans construire une notion particulièrement forte du public et du privé. Alors, je donnerai encore l'exemple de la science politique, ma discipline, qui commence à s'intéresser à partir des années 80, finalement, à ce qui se passe autour des institutions bruxelloises, et puis de la dynamique très forte d'intégration de ces années-là. Et finalement, la science politique va aussi construire ses propres catégories, un peu dans le même ordre d'idées. Une des grandes catégories qui va émerger autour de la construction européenne, c'est la notion de gouvernance, c'est-à-dire une notion qui veut justement dépasser la notion de gouvernement, qui veut montrer que finalement ce qui se construit à Bruxelles, c'est quelque chose qui implique beaucoup plus d'acteurs que simplement des acteurs publics ou des acteurs politiques, que finalement ces différents niveaux de gouvernance, nationale, européen, régionale, mais c'est aussi différents
type d'acteurs privés, publics, qui vont construire en quelque sorte les normes européennes. Et c'est cette notion qui va devenir une des grandes notions, hein, la gouvernance multiniveau de la science politique européenne. Alors je pourrais aussi évoquer l'économie. L'économie, c'est un peu différent parce que l'économie, d'une certaine manière, comme c'est une science qui se construit comme une science très universelle, surtout à partir de ces années 70-80, eh bien, finalement, elle ne s'intéresse pas énormément à ces institutions européennes, ou pas plus qu'à d'autres institutions. Et finalement, il n'y aura jamais une véritable discipline de l'économie politique européenne, comme il y a une discipline du droit de l'Union européenne ou de sciences politiques sur l'Union européenne. Donc voilà ce deuxième pôle, finalement, où on voit finalement ce projet européen qui se construit autour de... on pourrait dire d'un brouillage, mais je crois que ce serait plus juste de dire d'un dépassement des catégories du public et du privé. Alors j'arrive maintenant à mon troisième pôle de ce triptyque, de ce triangle européen que je cherche à décrire autour de cette histoire du grand marché. C'est celui des institutions et des instruments qui se construisent pour faire des politiques publiques. Les institutions qui vont porter ce projet du grand marché, qui vont le relancer en permanence, qui vont approfondir, comme on dit dans le vocabulaire européen, le projet européen et le projet notamment du marché, c'est d'abord et avant tout la Commission européenne, la Cour de justice et finalement aussi plus récemment la Banque centrale européenne autour de l'union monétaire. Donc ce qui est intéressant, c'est que voilà, ce sont autour de ces institutions-là, autour de ce triptyque d'institutions, la Commission, la Cour et la Banque centrale, que va se construire une idée de cette intégration par le marché et aussi du coup des intérêts de long terme du projet européen. C'est autour de ces trois institutions que va se formuler l'idée d'un long terme européen, d'intérêt du projet européen qui dépasse les majorités politiques du moment et que ces institutions doivent en quelque sorte garantir la continuité du projet européen, garantir la place des petits États contre les grands États, garantir une décision qui échappe aux aléas électoraux, etc. Et donc ce qui est intéressant, c'est que c'est tout particulièrement autour de ces institutions que va émerger ce qu'on pourrait appeler les calculateurs de l'intérêt public européen. Parce que ces institutions vont être celles qui vont se doter d'instruments et de données européennes. C'est à la Commission européenne qu'émerge un eurobaromètre, par exemple, pour essayer de se faire une idée de l'opinion publique européenne, justement, face à un projet législatif ou face à une évolution politique. C'est autour de la Commission aussi qu'émerge un instrument qui s'appelle CELEX, ou maintenant Eurolex. Si jamais vous devez chercher du droit européen, vous allez sur un site qui s'appelle Eurlex, qui est le site qui est la base de données qui met tout le droit européen ensemble. C'est autour de la Commission, encore une fois, que se construisent ces instruments de connaissance, ces instruments européens de connaissance, et c'est difficile de faire sans, de la même manière que quand on cherche des données européennes, Eurostat, qui est né à l'intérieur de la Commission européenne, là aussi, nous intéresse aussi de ce point de vue-là. Mais ça veut dire aussi, du côté de la Banque centrale européenne, c'est là qu'existent ou qu'ont été développés les outils pour comprendre ce que c'est que la zone euro, les données économiques de la zone euro, les modèles économétriques pour voir prévoir comment va évoluer la zone euro, ses périodes de croissance, ses crises éventuelles, etc. Et donc c'est autour de ces institutions, finalement, et de ces instruments qu'on va penser, disons, l'intérêt public ou l'intérêt qu'il y a à poursuivre le projet européen. Toujours autour de cet outillage, en quelque sorte, de cet équipement de données, de modèles qui émergent autour de la Cour, mais surtout de la Commission et de la Banque centrale. Alors, parmi ces modèles qui émergent, par exemple, dans les années 80, autour notamment de la DG ECFIN, on l'évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire de la Direction générale de l'économie de la Commission, qui est une des grosses commissions
direction générale de la Commission, eh bien, on commence à construire un calculateur du coût de la non-Europe. Il y a un rapport d'un directeur général de la Commission, Cecchini, qui construit un calculateur, un modèle économique au moment en quelque sorte de finir, d'achever l'intégration dans le marché unique, l'acte unique des années 80, la dernière étape en quelque sorte lancée par Jacques Delors pour parfaire en quelque sorte l'unification des marchés. Eh bien, on va calculer, voilà, qu'est-ce que nous rapporte l'Europe, c'est-à-dire quel est le coût de la non-Europe, c'est-à-dire qu'est-ce qu'en termes de croissance on perdrait si on ne faisait pas le pas de plus européen. Parmi ces autres calculateurs, on a aussi autour de la construction du budget européen la formule qui émerge dans les années 90 de ce qu'on appelle le European Added Value, c'est-à-dire tout simplement la valeur ajoutée européenne, c'est-à-dire la manière dont on va pouvoir identifier pour chaque dépense publique supplémentaire de l'Union européenne, quel va être le gain qui va être fait par rapport à une dépense publique équivalente mais qui serait faite au niveau national. Quel est le gain net? Donc voilà, ce qui est intéressant ici, c'est de voir émerger ces calculateurs en quelque sorte d'un bien public européen qui sont des calculateurs effectivement souvent économiques, souvent qui pensent encore une fois le bien public européen autour de ces données, autour de ces compétences expertes aussi, mais qui permettent de comprendre comment autour de Bruxelles émerge une première réflexion sur ces biens publics. Alors, je vais terminer, je crois qu'il me reste peut-être 2-3 minutes. C'est ça, 2-3 minutes, donc je vais essayer de tenir les temps. J'ai fait un portrait rapide autour de ce triptyque des politiques, des savoirs et des instruments, finalement, pour essayer de dessiner les contours de ce que serait cette fabrique européenne de l'intérêt public, telle qu'elle se construit autour du projet du marché unique et du gouvernement de ce grand marché européen. Mais bien sûr, il manque quelque chose, une pièce essentielle que je voudrais ajouter avant de finir, qui est celle, évidemment, de la sphère démocratique du public, qui émerge à partir, tout particulièrement des années 80, autour des institutions européennes, qui a été, on le sait, minorée initialement au profit justement de ce projet porté par des institutions indépendantes, comme la Commission notamment à l'époque, et comme la Cour. Cette sphère démocratique du public, elle s'est évidemment développée avec le Parlement européen, c'est-à-dire avec les pouvoirs progressivement élargis de cette institution politique supranationale. C'est autour de ces pouvoirs croissants que progressivement a émergé, on pourrait dire une conversation en anglais, autour d'une autre définition des biens publics qui serait davantage adossée sur la politique représentative que sur les institutions indépendantes, davantage adossée sur la politique d'un parlement ou de partis que sur des calculateurs économiques ou des calculateurs juridiques, si je puis dire. Et donc, c'est intéressant de voir émerger ce Parlement européen, qui est un Parlement qui arrive sur le tard, en quelque sorte, avec des pouvoirs qui lui sont accordés tardivement, mais qui se positionne avec sa propre définition et élargit, en quelque sorte, la définition des biens publics, notamment autour de l'idée d'une Europe des droits, autour notamment d'une idée d'une Europe de la Constitution européenne, autour de déclarations de droits dont le Parlement européen est le premier, en quelque sorte, à se faire le porteur dans l'espace européen. Et puis, à la faveur de toutes sortes de révisions des traités, que je vous épargnerai, eh bien, ce circuit démocratique, en quelque sorte, du bien public s'élargit progressivement. Et je voudrais évoquer rapidement l'initiative citoyenne européenne, qui est cette possibilité, finalement, qui s'est quand même développée, un droit d'initiative populaire pour 1 million d'Européens depuis le traité de Lisbonne, qui permet de mettre à l'agenda, en quelque sorte, de demander en tout cas à la Commission européenne de mettre à l'agenda des nouveaux thèmes. Et c'est notamment une campagne sur le droit à l'eau,
comme service public essentiel, sur, par exemple, le pluralisme dans les médias, sur la notion de revenu universel, etc. Et donc on voit émerger là, autour de cette initiative citoyenne européenne, finalement, ce que seraient peut-être des communs européens, une autre définition du bien public qui émerge pour le coup là, encore une fois, autour des mobilisations politiques et des espaces de la démocratie, soit représentative, soit directe. Alors, je conclus pour dire que néanmoins, ces espaces de la sphère démocratique européenne, comme je l'appelle, restent finalement aussi des espaces qui ont une efficacité contrainte, puisque le Parlement européen, on le sait, n'a pas la capacité d'initiative des lois, parce qu'en matière de budget, ses pouvoirs restent limités en matière de dépenses, en matière de ressources, pardon. Donc on voit bien que cet espace reste extrêmement contraint, mais je dirais que justement, pour penser ce moment actuel, pour penser ce que certains ont appelé un moment hamiltonien, pour référence aux fédéralistes américains qui avaient pensé justement le moment de la dette commune des États fédérés comme un moment de bascule politique, comme un moment constitutionnel européen. Donc pour que le moment actuel du plan de relance et de ce retour des mots du public puisse effectivement être ce moment hamiltonien qu'il prétend être, eh bien sans doute faut-il justement que ces notions d'intérêt public et ces notions de bien public fassent l'objet d'un travail, d'une définition robuste à l'échelle européenne, d'une définition européenne du bien public qui continue à manquer en partie. Et c'est aussi un appel, d'une certaine manière, au travail des chercheurs, au travail notamment de ces juristes, de ces politistes, de ces économistes que j'ai évoqués plus tôt, qui, en matière européenne, sont souvent restés très focalisés sur la question de l'intégration, quelles sont les dynamiques d'intégration, mais finalement pourraient aussi bien considérer qu'un de leurs rôles est de réfléchir à enrichir ce vocabulaire et cet outillage que le droit, la théorie politique ou la sociologie peut apporter à ce qui est le public, le commun ou le privé de l'Europe, critères nécessaires, il me semble, pour penser cette question éminemment politique. Je vous remercie.